Un pervers généraliste, c'est quelqu'un qui prend son désir pour la réalité et qui ignore la loi ou qui considère que la loi, c'est ce qu'il est capable de faire lui-même. Lui a toujours eu le sentiment que la loi était quelque chose qui était écrasant, injuste, inutile, ou en tout cas qu'il pouvait être plus intelligent que la loi, que la réalité lui montrait qu'il pensait mieux que la loi. Alain Lamarre, Pierre Baudin, Romain Dupuis. 3 hommes qui ont commis des actes fous et que la justice a dû considérer comme tels. En droit, on parle d'irresponsabilité pénale. Ce sont les psychiatres qui sont chargés de dire si l'accusé est accessible à une sanction pénale et donc à la justice des hommes. Ce sont les psychiatres qui déterminent qui est criminel et qui est malade, qui doit être puni et qui doit être soigné. Sauf que ce n'est pas une science exacte. Certains bernent les experts et d'autres sont insoupçonnables. Insoupçonnable comme Alain Lamarre, le tueur fou de l'Oise, un homme qui a semé la terreur pendant des mois et qui s'avérait être gendarme. Docteur Bornstein, vous l'avez rencontré, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui au premier abord? C'est un homme qui s'est livré aisément, un petit peu distant, mais qui a fait un réel effort pour se remettre en cause, eu égard à son destin extraordinaire. Est-ce qu'il a l'air fou? Au premier abord, il n'est pas fou. Mais on va s'apercevoir que c'est assez étrange. Il a une personnalité dissociée. Tantôt, il est le gendarme rigoureux, insoupçonnable, méticuleux, et tantôt le criminel froid, glacial, égocentré, agressif, indifférent, et c'est quelqu'un qui fait presque peur. Mai 1978. Il se passe des choses bizarres dans l'Oise. Tout commence par une voiture retrouvée dans la forêt de Chantilly, au carrefour des Ripailles. Une 504. À l'intérieur, de drôles de choses. On découvre dans ce véhicule des cordages comme si quelqu'un avait été attaché sur le siège passager, des mégots de gitane blanche, une seringue hypodermique ayant contenu un produit, on ne sait pas quoi, une poudre blanche, et puis des douilles de 9 mm anciennes, également des douilles de carabine US. 2 mois plus tard, un autre événement survient à Pont-Sainte-Maxence, toujours dans l'Oise. Karine, une jeune fille de 17 ans, est agressée. Elle rentre chez elle et à ce moment-là, un individu qui circule à bord d'un véhicule Grenat tire à plusieurs reprises sur elle. Karine est blessée, mais rien de grave. L'une des balles lui a traversé le mollet. 10 jours après cette agression, un gardien de la paix remarque une voiture mal garée dans une rue de Creil. Il ouvre la portière du véhicule et s'ensuit immédiatement une détonation suivie d'un incendie. Le gardien de la paix a failli brûler vif, mais il s'en sort avec des brûlures aux mains et au visage. Très vite, les enquêteurs font le lien entre ces 3 affaires grâce aux empreintes digitales. Quand une lettre anonyme arrive au commissariat. L'auteur y revendique la voiture piégée et l'agression de Karine. Plus inquiétant, il dit qu'il va recommencer. Et il précise ses obsessions. Une fille de 17 ans qui déambule provocamment la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. Karine me connaît, mais elle ne saura jamais faire le rapprochement. La fois prochaine, je viserai le cœur et non pas les jambes. Le cœur et non pas les jambes. Quant à la fin de la lettre, elle est très inquiétante. Cette lettre n'est pas une confession qui exigerait de nombreuses pages, c'est seulement un avertissement. Transmettez-le. Signé point d'interrogation. Bon, ça veut dire que c'est le début, ça va continuer, vous allez voir ce que vous allez voir.
Dr Bornstein, l'homme qui a envoyé cette lettre à la police revendique ses crimes. Il en annonce d'autres. Ça sent un petit peu le déséquilibré, non? Oui, alors dans ces lettres-là, il endosse complètement l'habit du délinquant exacerbé, prêt à tout, sanguinaire, moqueur et une espèce de guerre contre la société. Moqueur, mais aussi mégalo. C'est quelqu'un qui a l'air assez fier de lui, fier de ce qu'il fait, en tout cas. Oui, là, il est conscient de ses capacités, conscient de mettre en œuvre la sagacité de ses interlocuteurs futurs. Alors cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit de son auteur? On sent une dimension autoritaire et une rigidité qui fleure bon le paranoïaque. En même temps, il a une façon de s'exprimer contre les femmes qui semble haïr, détester, au point de redouter d'être sali s'il approche. Donc c'est quelqu'un qui visiblement apparaît déséquilibré, à la recherche de références personnelles, qui est donc très égocentré, et c'est quelqu'un qui semble labile, instable géographiquement, qui semble agressif et relativement indifférent au sort des autres. C'est quelqu'un qui apparaît très cruel. Alors dans cette lettre, l'auteur écrit « Je suis un tueur et en tant que tel, je vais tuer ». Vous pensez qu'il faut le prendre au sérieux? Oui, il annonce « Je suis un tueur et je vais tuer ». Et je pense qu'il faut le prendre au sérieux compte tenu de l'ensemble du style de la lettre, où c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'un plaisantin du tout. On sent qu'il est dans une crise existentielle personnelle, qu'il est déchiré par des tendances contradictoires, et que pour s'en sortir, il lui faut cette explosivité, peut-être de style criminel, donc il est redoutable. Dans les 3 mois qui suivent la lettre anonyme, il ne se passe rien. Jusqu'au 16 novembre, les gendarmes sont appelés pour un étrange accident, toujours dans l'Oise. Une jeune femme de 20 ans rentrait chez elle à vélo quand elle a été renversée par une voiture. La voiture la bouscule, mais pas trop fort, elle n'est pas venue à grande vitesse, elle l'a bousculée, au point de la déséquilibrer, elle est tombée sur la chaussée. Et elle s'est fait mal, elle a crié, et elle s'est retournée, elle a vu le conducteur. La voiture qui l'a renversée est retrouvée sur un parking, piégée elle aussi. C'est la 2e explosion de voiture en 3 mois. Au même moment, un braquage est commis dans un bureau de poste. Le braqueur a laissé une empreinte. C'est la même que celle sur la lettre anonyme et dans la 504 du carrefour des Ripailles. Et ce n'est pas fini. 15 jours plus tard, une jeune femme est retrouvée sur le bord de la route, derrière l'hippodrome de Chantilly. En fait, cette jeune femme a reçu plusieurs balles dans le corps. Elle est hospitalisée d'urgence, elle s'appelle Yolande, et malheureusement, elle décède le soir à la clinique des Jockeys. Yolande avait 19 ans. Avant de mourir, elle a eu le temps d'expliquer qu'elle a été prise en stop par un homme d'une 30aine d'années. Courtois, chic et même sympa. Mais subitement, il a changé d'attitude. Elle s'aperçoit qu'il n'est pas normal, que ça va pas, elle veut s'enfuir. Et il faut savoir qu'elle est décédée de coups violents sur le crâne, donc il a dû la frapper avec la crosse de son arme, et il a tiré plusieurs balles, dont une qui l'a atteinte dans la région du cœur. Les gendarmes pensent tout de suite à la lettre anonyme. La prochaine fois, je viserai le cœur. Et là, vraiment, on commence à se dire, ça y est, il y a un fou qui rôde. D'ailleurs, on l'appellera le tueur fou de l'Oise. Et le tueur fou de l'Oise frappe encore. André a 19 ans. Elle est prise en stop dans une 504 verte par un beau garçon, très bien habillé. Il lui a parlé de la pluie du beau temps, puis à un moment, il lui a dit « je vais vous faire mal ». Elle a tourné la tête, elle a vu qu'il avait une arme dirigée de l'autre côté, il a tiré 3 fois. Les gendarmes mettent en place des barrages dans toute la région. Quand vers 14h30,
À ce moment-là, une 504 verte se présente devant les gendarmes qui l'invitent à s'arrêter. Ils foncent sur eux. Une course-poursuite s'engage. Le tueur fou fonce vers les marais en bordure de l'Oise. Mais il s'embourbe. Lorsque les gendarmes arrivent, il s'est volatilisé. Nous sommes les chasseurs, c'est le fuyard, c'est le gibier. Un gibier n'a plus aucune retenue, il a l'instinct de survie, c'est son cas. Puis peut-être que cette excitation lui plaît, que cette situation est recherchée d'une certaine manière. La battue dure des heures. Mais le tueur fou de l'Oise passe entre les mailles du filet. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces crimes? Tout cela ne paraît pas très rationnel. Tirer sur des jeunes femmes au hasard, faire exploser des voitures avec des choses bizarres dedans, qu'est-ce que ça signifie? Oui, alors ces crimes ne procèdent pas d'une méthodologie, d'une précision, d'une rigueur. Il y a une petite touche d'improvisation, il tue un petit peu au hasard, il va mettre des explosifs lors de l'ouverture de la porte d'une automobile. Enfin, on passe à la fois du bricolage à un aspect de tueur organisé quasi professionnel, donc les enquêteurs ne peuvent être que déroutés. On a l'impression qu'il les nargue, les enquêteurs. On a l'impression qu'il prend un malin plaisir. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les tueurs en série. C'est ce match avec les enquêteurs qu'il entend narguer, il entend se moquer d'eux, alimenter des fausses pistes et éprouver une sorte de plaisir dans cette joute. Est-ce que ça ne montre pas qu'il est censé? Oui, il est censé dans le sens où il a un potentiel intellectuel de base. Entre-temps, les enquêteurs ont avancé. Grâce aux témoignages des victimes rescapées, ils ont pu dresser un portrait robot. Lorsqu'un gendarme tombe dessus, il reconnaît tout de suite l'un de ses anciens collègues, un certain Alain Lamarre. Le gendarme Lamarre est arrêté, mais il nie. Sauf que son empreinte digitale est comparée à celle du tueur fou de l'Oise. Et là, aucun doute, c'est lui. Les gendarmes vont perquisitionner son appartement. Il a dit, vous n'allez pas me mettre les menottes. J'avoue que c'est quelque chose qui nous a fait mal. Je lui ai dit, on va te mettre les menottes. Oui, mais il dit, les gens vont me voir arriver à cette heure-ci. Je lui ai dit, il n'y a pas grand monde. Et je lui ai mis un imperméable sur les mains pour le camoufler. Et lorsqu'on est arrivé à la porte, il m'a dit, en me regardant froidement, vous avez de la chance. Si vous ne m'aviez pas mis les menottes, je vous aurais descendu. Voilà. Passé l'émotion, les gendarmes entrent dans le 3 pièces de leurs collègues. Et là... La salle de séjour rangée impeccablement, sa chambre, tout ça, salle de bain, rien à dire. Et puis, il y a une chambre qui est fermée, on ouvre, et là, on comprend tout de suite, quoi. Si vous voulez, il y a une tente militaire qui est installée, qui est tirée avec des ficelles. Il y a des cartes à terre avec des boussoles, jumelles, des itinéraires de repli, ainsi de suite. On s'aperçoit qu'il a un deuxième monde, là. Et puis, bien sûr, il y a les fusils, il y a des armes par-ci, par-là, il y a des cartouches, il y a des seringues hypodermiques, il y a des mégots de gitane blanche, des tas de choses qu'il disposait dans les véhicules. Un monde caché qui fait froid dans le dos. Le gendarme Lamarre regarde ses collègues perquisitionnés sans rien dire. Froid, mais alors, je ne dirais pas libéré, parce que 2-3 fois, j'ai surpris à sourire, regarder ses collègues avec un air de commisération. Alain Lamarre avouera ses crimes devant le juge d'instruction, sans peine, méthodiquement. Et d'emblée, une question se pose. Le gendarme est-il un malade mental? Alors on a l'impression qu'il y a deux hommes en un. Le gendarme propre sur lui, rigoureux, irréprochable, travailleur, et le tueur froid et déterminé qui projetait même de s'en prendre à ses collègues. Comment est-ce que ça s'explique, ça?
la psychose, maladie mentale dont il est atteint, entraîne une dissociation radicale. C'est-à-dire une coupure entre deux personnages qui l'habitent. Un petit peu comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est l'illustration. Alors, lorsqu'il est gendarme, il est rigoureux, propre, précis, très sérieux. Il va enquêter sur ses propres crimes, bon, donc il a une signature. Et puis, lorsqu'il est le délinquant cruel, complètement organisé dans sa criminalité, eh bien, il prend possession de ce rôle et l'assume entièrement. Et il n'y a pas d'intercommunication entre les deux, ce qui fait toute l'étrangeté, la spécificité de cette affaire hors du commun. Alors vous faites partie du collège d'experts qui va trancher sur sa responsabilité. Il va y avoir plusieurs expertises. Et vous, qu'est-ce que vous allez conclure? Alors, il y a eu plusieurs expertises. Certains ont parlé de paranoïa, dont on dit que sa responsabilité était engagée. Nous aboutissons avec Sven Follin à l'idée qu'il s'agit d'une forme de début de la schizophrénie, qui est une forme particulière, associant donc des troubles mentaux dissociatifs avec des composantes paranoïaques. Bon, donc on utilise le terme très savant d'éboïdophrénie pour préciser cet état. Qu'est-ce que c'est l'éboïdophrénie? C'est donc une variété de formes de début, d'entrée dans la schizophrénie, voilà, qui se manifeste par, d'une part, les troubles mentaux et d'autre part, la délinquance associée de style psychopathique. Donc si j'ai bien compris, c'est la schizophrénie plus la paranoïa quelque part. Oui, au début, voilà. Donc pour vous, pourquoi est-ce qu'il est irresponsable? Il est irresponsable parce qu'il est atteint d'une maladie mentale caractérisée, un type de psychose, et que cette dissociation très profonde de son comportement va entraîner des troubles de son discernement et du contrôle de ses pulsions et de ses actes. Alain Lamarre est donc considéré par la justice en état de démence au moment des faits. Une ordonnance de non-lieu est rendue le 14 janvier 1983. Le tueur fou de l'Oise quitte donc la prison pour l'hôpital psychiatrique. Je me pose toujours des questions, pour ne rien vous cacher. C'est sûr, c'est un psychopathe. C'est sûr, c'est un schizophrène. On ne peut pas, ça ne peut pas l'écarter. La question que je me pose toujours, mais comment on peut être dans cet état les jours de repos, de permission, et être apparemment normal quand on travaille? C'est ça, c'est ça qui me hante toujours. Docteur Bornstein, vous avez la réponse à cette question. Comment est-ce qu'on peut être dans un état normal quand on travaille et pas normal quand on ne travaille pas? Oui. Alors, tout ceci est en rapport avec cette dissociation psychique de la maladie qui fait que il y a deux personnages en lui et deux personnages, en l'occurrence, opposés. Hein, c'est un immense jeu du gendarme et du voleur. Et donc, deux personnages qu'il gère bien, il arrive à basculer de l'un à l'autre, c'est lui qui contrôle? D'une manière générale, il arrive à gérer chaque fois qu'il est dans un rôle précis, mais il y a forcément des interactions, des fuites, des imprécisions, des petits dérapages. C'est pas aussi net que cela. Mais ce trouble particulier de dédoublement de la personnalité est une signature de l'importance de la maladie mentale qu'il habite. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ses collègues gendarmes n'aient rien vu? Sa hiérarchie? Oui, alors certains quand même de ses collègues le soupçonnaient, mais au niveau de la hiérarchie, il paraissait tellement invraisemblable qu'un de leurs hommes puisse appartenir à l'autre camp, si on peut dire, au camp des délinquants, que l'enquête au début n'a pas été menée, ou d'une manière très, très molle. Ça semble invraisemblable qu'un homme chargé d'enquête soit lui-même un délinquant avéré.
Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que le Lamar enquêteur déteste le Lamar assassin? Ah, il peut y avoir de ça, que le Lamar enquêteur ne cesse de confondre le Lamar assassin. J'aimerais qu'on parle maintenant de Pierre Bodin, celui qu'on a appelé Pierrot le Fou. Il a violé et tué 2 fillettes et une adulte. Lui aussi, vous l'avez expertisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? C'est le type même du hors-la-loi, qui fait fi de toutes les références éthico-sociales, qui assume ses instincts les plus primitifs et dans un climat de perversion débridée. Été 2004, en Alsace. Un homme sème la terreur dans la région. 2 jeunes filles ont été enlevées. Le 18 juin, Jeanne-Marie, 11 ans, disparaît alors qu'elle faisait du vélo. Une semaine plus tard, c'est Julie, 14 ans, qui ne rentre pas chez elle. Et quelques jours après, le vélo de Julie est retrouvé en pleine forêt, à moitié immergé dans un ruisseau. Et dessus, un ADN masculin. Et ça devient très inquiétant. Je pense qu'on a, à ce moment-là, pris conscience que l'affaire Jeanne-Marie, ou la disparition de Jeanne-Marie, n'était pas forcément un cas isolé, mais que ça pouvait être quelque chose de plus important. Entre-temps, une femme de 38 ans, Edwige Vallée, a été retrouvée morte dans un ruisseau. Son corps porte des traces de strangulation et des blessures au niveau du sexe. Une femme, pas une adolescente, alors personne ne fait le lien. 4 jours plus tard, un corps est repêché dans un ruisseau à Valves. Le corps, effectivement, est en très mauvais état. D'ailleurs, les gendarmes, au départ, les médecins légistes n'ont pas pu déterminer avec précision tout de suite qu'il s'agissait bien de Jeanne-Marie. On découvre assez vite des traces de strangulation. On détermine également que la fillette a dû être violée. Et même pire que ça, que son bas-ventre a été fortement abîmé avec un couteau. C'est le corps de Jeanne-Marie. Tout de suite, une évidence s'impose. Elle et Edwige Vallée ont été victimes du même agresseur. Elles ont subi les mêmes atroces mutilations au niveau du sexe. Désormais, on craint le pire pour Julie, qui reste introuvable. Mais grâce à un témoin, les gendarmes s'intéressent à un homme, un repris de justice condamné pour de nombreux braquages. Ils comparent son ADN avec celui retrouvé sur le vélo de Julie et ça match. Il s'appelle Pierre Bodin, sorti de prison il y a à peine 4 mois. Il est en libération conditionnelle. Pierre Bodin est placé en garde à vue. On me dit qu'il a été interpellé de manière un peu violente, que les gendarmes ont abattu un chien de la casse où il logeait, qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là et qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire. 3 jours après l'arrestation de Pierre Bodin, le corps de Julie est retrouvé dans un ruisseau. En ce qui concerne en tout cas les lieux de découverte, les circonstances ou les scènes de crime et les mutilations dont elles ont été victimes toutes les deux, il paraît assez vite que la main qui tient le couteau est la même dans le cas de Jeanne-Marie et dans le cas de Julie. Les gendarmes en sont maintenant persuadés. Il n'y a qu'un seul tueur pour les 3 crimes, Pierre Bodin. D'autant que dans sa voiture, ils ont trouvé du sang avec l'ADN de Jeanne-Marie et un cheveu d'Edwige Vallée. Reste une question, comment un braqueur peut-il être soupçonné de 3 meurtres à caractère sexuel? Docteur Lamotte, lorsque vous rencontrez Pierre Bodin, de quoi il a l'air? Il a l'air de quelqu'un qui est plutôt chaleureux, assez banal, hein, avec peut-être une présentation, un petit peu les cheveux plus longs, un petit peu de prestance, hein, mais dans un contact, en tout cas, qui pourrait être totalement étranger au contexte dans lequel on se rencontre. Jusqu'ici, Pierre Bodin était connu de la justice, mais pour des braquages
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il soit passé au viol et au meurtre? Oui, il a eu un parcours initial qui était très progressif, comme c'est d'ailleurs assez souvent le cas des pervers généralistes, en quelque sorte. Il est assez difficile d'affirmer qu'il serait pédophile pur, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait eu seulement à satisfaire une pulsion anormale pour les enfants. Je pense qu'il avait une pulsion de prédation, c'est-à-dire de prendre et se servir, et que ça a été d'abord très utilitaire en survie, puis ensuite un petit peu plus, jusqu'à aller à la satisfaction de désirs immédiats et beaucoup plus incertains sur le plan du résultat, d'ailleurs. C'est quoi un pervers généraliste? Un pervers généraliste, c'est quelqu'un qui prend son désir pour la réalité et qui ignore la loi ou qui considère que la loi, c'est ce qu'il est capable de faire lui-même. Lui a toujours eu le sentiment que la loi était quelque chose qui était écrasant, injuste, inutile, ou en tout cas qu'il pouvait être plus intelligent que la loi, que la réalité lui montrait qu'il pensait mieux que la loi. On a découvert grâce au témoignage d'un codétenu qu'il écrivait des lettres à une fillette de 9 ans. C'était déjà inquiétant, ça, non? Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il banalise ses lettres sans même se rendre compte qu'en réalité, il aggrave son cas. Il dit « mais non, c'était pas destiné à elle, ce que je lui écrivais. C'était le récit des fantasmes que je ferais à une femme adulte en sortant de prison. » Il zappe le fait qu'il écrit ça à une enfant de 9 ans, la fille d'un de ses amis. C'est une défense qui, là, pour le coup, est complètement odieuse et qui montre le fonctionnement pervers. Alors, là, on identifie effectivement une pulsion pédophilique à nu. Et en même temps, il s'est pris les pieds dans le tapis, parce qu'à force d'écrire, et il en a noirci du papier, hein, au sens propre d'ailleurs, parce que ses lettres sont extraordinairement pleines. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas un trou, il n'y a pas une respiration. Et du point de vue graphologique, hein, ça avait un intérêt. Ces lettres, effectivement, vous allez les montrer à une graphologue. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous en dit? Elle a eu un choc en découvrant qu'il rassemblait dans cette écriture un certain nombre de traits qu'on retrouve dispersés dans des écritures de criminels. Alors, avec toute la pondération de ce qu'on peut faire sur une interprétation graphologique, mais il y a quand même un certain nombre de signes qui sont extraordinaires. Il nous fait des J qui sont littéralement des couteaux de boucher, hein, et là, ça jaillit dans tous les coins, avec à la fois le côté un peu mièvre, des petites fleurs et des petites choses qui sont rajoutées autour des mots, comme il fait les cartes postales en prison, très ciselées, et en même temps un jaillissement avec des finales qui s'enflent et qui traînent, qui montrent qu'on poursuit après le mot et qu'on va maîtriser l'interlocuteur. Enfin, c'est une écriture qui, pour une graphologue ou pour un graphologue, est très révélatrice. À 57 ans, Pierre Baudin est un vieil habitué de la justice. Très jeune, il s'est spécialisé dans les braquages et très vite, il a attiré l'attention des psychiatres. Depuis toujours, la personnalité de celui que les médias ont appelé Pierrot le Fou divise les experts. En 1989, arrêté pour 16 hold-up en moins d'1 an, il a rencontré le docteur Brunner. Il était extrêmement agité. Il répétait qu'il n'était pas fou. Et il reconnaissait les faits, mais d'une façon incohérente. Il disait à peu près « Oui, j'ai volé, on m'a dit que j'avais volé, c'était pour acheter un hélicoptère, etc. » Alors, mon sentiment à moi, c'est que j'ai affaire à un fou. J'ai conclu qu'on était en présence d'une maladie mentale, psychotique, qui ne permettait pas à l'intéressé de répondre de ses actes, et qui nécessitait non pas la prison, mais l'hospitalisation. À l'hôpital, Pierre Baudin n'est plus que l'ombre de lui-même. Diagnostic, état régressif complet. C'est-à-dire mutique, replié sur lui-même, ne marchant plus et ne contrôlant plus les fonctions naturelles d'élimination. En 92, Pierre Baudin végète depuis 2 ans dans un fauteuil roulant à l'hôpital, en attendant son procès pour les hold-up. Mais voilà qu'un beau jour, il retrouve des jambes et s'évade par la fenêtre du réfectoire. La seule chose qu'on pouvait en déduire, c'était qu'il n'était ni mutique ni paralysé. Il fallait bien que je me rende compte que Pierre Baudin m'avait trompé. Après 3 jours de cavale ponctués par une course-poursuite et une fusillade avec les policiers, Pierre Baudin est finalement rattrapé et jugé. Lors de son procès,
il fait une drôle d'impression. Ça a été cocasse aussi parce qu'il avait des réponses qui n'avaient aucune relation avec les questions qu'on lui posait. Il disait qu'il voulait rentrer dans sa chambre. Il faisait beaucoup rire avec sa mobilette. Il faisait un blocage sur une mobilette qu'on lui avait volée, semble-t-il. Donc même quand on lui posait des questions graves, il répondait sur sa mobilette. Les experts psychologues et psychiatres sont attendus avec impatience à la barre. Ça a été un défilé d'experts assez piteux qui disaient, parce que, encore une fois, je n'avais pas été le seul. Oui, il était fou quand je l'ai vu, mais il était plus fou après, parce que ça colle pas, ça. Les troubles mentaux, les troubles neurologiques ne sont pas tels des fleurs qui éclosent au printemps et se fanent à l'automne pour refleurir au printemps prochain. Ils sont présents ou ils sont pas présents. Il y avait un détail qui avait marqué tout le monde dans l'arrêt de renvoi et dans ce qui avait été répété pendant l'audience, c'est que à Erstein, il avait mangé ses excréments. Et donc ça, bien évidemment, c'était un détail, mais qui laissait à penser que vraiment il devait être fou. Mais en même temps, il donnait tellement l'impression de simuler qu'on se disait, rendez-vous compte, il a poussé la simulation jusqu'à ce détail sordide et difficilement imaginable. Si Baudin simulait, ça n'a pas marché. Il prend 30 ans. Mais grâce à une erreur de procédure, il obtient un nouveau procès 2 ans plus tard. À ce moment-là, Pierre Baudin, tout le monde est d'accord, est transformé. Pierre Baudin a l'œil vif, regarde ce qui s'était pas du tout passé lors du procès de 94. Tous les experts et tous les témoins. Il s'est adressé à la caméra pour dire « je suis pas Pierrot le fou ». C'est-à-dire que tout de suite, on a compris quel allait être son système de défense. C'est-à-dire que ce n'était plus Pierrot le fou, c'était Pierre Baudin. Je ne suis pas Pierrot le fou, un assassin. Pierrot le fou qui a tiré sur les policiers, les chantages. En l'an, j'ai pas grand. Moi, j'ai rien de fou, j'ai 3-4 métiers. J'ai travaillé 25 ans. J'ai père de famille, je suis pas violeur non plus. C'était la preuve que Colmar, c'était une simulation et que c'était quelqu'un qui était capable de parler des faits qu'on lui reprochait et qui était capable d'argumenter. Quant à l'enlèvement, la séquestration, les viols et les meurtres de Julie, Jeanne-Marie et Edwige Vallée, Pierre Baudin est condamné en 2008 à la peine la plus lourde, la perpétuité incompressible. Pierre Baudin a réussi à tromper les experts, plusieurs experts. Comment est-ce qu'on peut simuler la folie ? La première des choses, c'est qu'un expert qui vous dit qu'on ne le trompe jamais, méfiez-vous-en. Ceci étant, est-ce qu'il a pu tromper délibérément par une simulation ? Un grand maître de la neurologie française, Babinski, disait « on ne simule pas l'hystérie, on simule parce qu'on est hystérique ». Donc, tromper, c'est la nature même du diagnostic qui a été posé, peut être apprécié différemment par plusieurs personnes, mais c'est un choix qu'ils ont fait, un choix subjectif, presque idéologique, hein, et qui ne signifie pas forcément qu'ils étaient dupes du mode de fonctionnement de Pierre Baudin. Ils l'ont retenu avec leur logique à eux. 35 ans d'aller-retour entre la prison et l'hôpital, c'est quand même pas normal, ça. Un coup on est fou, un coup on ne l'est pas. Ah ben qu'il ne soit pas une personnalité normale, entre guillemets, oui, ça on peut dire qu'il n'est pas normal. Mais quelle forme d'anomalie est-ce qu'on constate chez lui? Est-ce que c'est seulement un trouble de personnalité avec une dérive progressive vers des comportements extravagants qui sortent des règles? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a une vraie maladie mentale d'un genre particulier, qui n'est pas la psychose, mais qui laisse des tableaux très proches de la psychose? Je ne suis pas sûr que c'est un intérêt autre qu'académique dans la question de l'expertise. La question de l'expertise, c'est est-ce qu'il est responsable? Les faits font sens pour lui. Les faits sont quelquefois niés, quelquefois acceptés, mais avec une stratégie, qui est une stratégie de ses intérêts. Donc on a tendance à considérer qu'il est assez dans la réalité pour répondre de ses actes. C'est une énigme, Pierre Baudin?
Il est assez rare d'avoir quelqu'un dans son style et dans son genre et dans ses activités criminelles qui soit aussi riche au sens de luxuriant. Disons, il y a tellement de choses qui poussent qu'il faut élaguer un peu pour retrouver le stand. Donc d'une certaine façon, oui, c'est une personnalité exceptionnelle. Si la folie de Pierre Baudin a visiblement évolué au fil du temps, celle de Romain Dupuis, l'assassin des infirmières de Pau, avait été diagnostiquée depuis longtemps. Sauf qu'elle n'a jamais été prise au sérieux. Docteur Archambault, vous êtes l'un des nombreux experts qui s'est penché sur le cas, Romain Dupuis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce jeune homme, au premier abord, comme ça? La rencontre avec ce jeune homme est très particulière. Quand on le voit, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est apparemment extrêmement froid, qui n'a pas de contact. C'est-à-dire, il vous parle, il répond à vos questions, Il répond aux questions à sa façon, avec ses convictions, mais c'est comme si on n'était pas là. C'est-à-dire qu'il y a il y avait des troubles de contact qui étaient vraiment très très importants et saisissables dès le premier contact. Qui se caractérise comment? Qui se caractérise par un contact très lointain, une grande méfiance dans le contact. Et puis, on sent très bien que ce qu'il y a autour de lui n'existe pas. Enfin, c'est pas de son monde. Il est dans un autre monde. 18 décembre 2004. Les policiers sont appelés à l'hôpital psychiatrique de Pau. Pendant la nuit, une vitre a été cassée à l'entrée d'un pavillon. Il y a du sang sur le montant des fenêtres. À l'intérieur, une mare de sang et une masse informe. Il y avait du sang partout. Du sang partout. Et c'est mon collègue qui m'a dit, mais elle est où la tête? Et là, j'ai réalisé que c'était en fait une victime. Mais au début, je me demandais ce que c'était en fait. Je me suis posé la question. Je n'avais pas réalisé. La masse informe, c'est le cadavre décapité de Chantal Klimaszewski, l'infirmière de garde. On arrive devant la télé, et là, on voit une tête posée sur la télé. C'est là que j'ai compris que c'était la tête de la victime. À quelques pas du corps de Chantal, dans un bureau, les policiers font une autre découverte. Le corps de Lucette Gariot, l'aide-soignante qui était de garde avec Chantal. Elle a été égorgée, presque décapitée elle aussi. Sur la scène de crime, les policiers trouvent plusieurs empreintes. Ils prélèvent aussi du sang. Il y en a partout. Et au milieu des taches de sang, de petites vis dorées, bizarres. Docteur Archambault, que dit la scène de crime de son auteur? La scène de crime dit beaucoup de choses de son auteur. D'abord, c'était un lieu de crime qui était extraordinaire. Vu le désordre dans lequel était la scène de crime, ce qui laisse supposer que ce n'était pas quelque chose qui était organisé, prémédité, fait avec sang-froid, mais fait de manière complètement désorganisée, en milieu psychiatrique, laissait à penser que peut-être c'était un des malades de cet hôpital qui avait commis ces crimes. La décapitation, l'auteur a quand même coupé la tête de sa victime, qu'il a déposée sur la télévision. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On est dans un acte pathologique, la décapitation. La signification, souvent, c'est que le malade, on serait tenté de dire le malade mental, qui commet ce type d'acte est en guerre contre l'humanité, contre tous les personnages inquiétants qui peuplent cette humanité, du moins de son point de vue à lui. Et quand il a l'impression qu'il y a un de ces personnages qui résiste, à ce moment-là, il veut montrer qu'il est le plus fort. Et un des moyens de montrer le plus fort et d'avoir les capacités d'anéantir l'autre, c'est de lui couper la tête.
Alors effectivement, cette scène de crime est assez désordonnée. Il y a des vis dorées sur place. On sent beaucoup de désordre. Le tueur a laissé des empreintes. Est-ce que ce sont des actes qui peuvent avoir été commis par quelqu'un de sensé? Non, quand on voit ce type de comportement, on se pose immédiatement des questions sur l'état mental de la personne. Les policiers multiplient les interpellations dans l'entourage de l'hôpital. Et à chaque fois, les interrogatoires sont délicats. On a eu les cas d'individus qui remontaient des gardes à vue des geôles en bas pour arriver aux locaux de la police judiciaire. Ils montaient les escaliers en marche arrière. On a eu le cas de malades qui, tout d'un coup, avaient besoin de se laver, mais ils ne voulaient pas se laver au lavabo, ils se lavaient dans les toilettes. Donc ça, c'est très lourd à gérer et il a fallu s'armer surtout de patience. Mais grâce aux traces de sang laissées sur la fenêtre, les experts ont pu isoler l'ADN du tueur. Le juge d'instruction décide de prélever tous les hommes qui ont un rapport avec l'hôpital psychiatrique. En moins d'1 mois, plus de 1300 tests sont effectués, mais ça ne donne rien. Jusqu'au jour où des policiers contrôlent un homme qui fume un joint sur un muret. L'individu est descendu de suite du muret. Il s'est mis face à nous. Et lorsqu'on lui a demandé une pièce d'identité, il nous a dit « Vous ne me contrôlerez pas, je suis en bas de chez moi ». Il porte la main à la poche, on pense qu'il va sortir une pièce d'identité, et il en sort un pistolet. L'homme braque les policiers et tire. Mais heureusement, les coups ne partent pas. Les policiers parviennent finalement à le maîtriser. Et lorsqu'on le menotte, on découvre dans son autre main une lame qu'il a confectionnée avec un anneau pour s'en servir de poing américain. Et dans ses cheveux, on trouve une mâchoire d'animal qui lui sert de barrette. Au commissariat, l'homme décline son identité. Il s'appelle Romain Dupuis, il a 21 ans. Et il reconnaît, oui, il a bien tiré sur les policiers. Mais pour lui, c'était des flics malhonnêtes envoyés par sa petite amie. Il leur a dit, mais vous êtes tous dans le même lot, PD, nazis, policiers, tous ensemble à vouloir m'attaquer. Donc voilà comment il justifiait son acte d'agression envers eux. Romain explique tout ça calmement. Mais les médecins qui l'examinent pendant sa garde à vue diagnostiquent des troubles psychiatriques. L'homme est dangereux, il faut l'hospitaliser d'office. D'autant que Romain a déjà été interné 3 fois. C'est un schizophrène. Docteur Archambault, la schizophrénie de Romain Dupuis s'est déclarée quand? La schizophrénie de Romain Dupuis s'est déclarée de manière apparente par tous ces phénomènes délirants et hallucinatoires à peu près vers l'âge de 17 ans. C'est difficile de dater très précisément. Mais ce qui est sûr, quand on recherche, c'est que souvent, les choses commençaient déjà avant de manière tout à fait insidieuse. Et quand il le ressent, il le vit physiquement, ça se voit, Oui. Il est en pleine conviction, c'est-à-dire que lui, il se vivait comme étant un serpent à un certain moment donné, d'où de là ce que disait sa mère, qu'il le vivait comme étant transformé au moment où il délirait, où il était halluciné, et puis les phases où le délire et les hallucinations étaient moins intenses, il redevenait d'une certaine façon le petit garçon ou le jeune homme qu'elle connaissait, qui là retrouvait un peu de son humanité. Mais quand il se prend pour un serpent, il se déplace comme un serpent. Oui. Il mimait la reptation du serpent. Il était dans le serpent. C'était lui le serpent. Donc ça se passe dans sa tête, mais ça se passe aussi dans son corps. Et ça se traduit tout à fait dans son corps par des comportements qui, d'un œil extérieur, sont des comportements aberrants, mais qui en fait sont des comportements pathologiques quand on les resitue dans l'ensemble. Les policiers interrogent Romain Dupuis sur les crimes de Pau. Mais d'emblée, il nie.
Quand je lui parle du double meurtre, Romain Dupuis est tout à fait dans un état normal, aucune réaction. Il me dit, je suis totalement étranger à ça, il est très paisible dans ses réponses, il a l'air sûr de lui. Mais quand il perquisitionne son appartement... On ouvre la porte, et là, il n'y a pas besoin d'être grand clerc ni grand policier pour comprendre qu'on avait affaire également là à l'auteur du double homicide de l'hôpital de Pau. Pourquoi? En promenant notre regard de gauche à droite, on peut remarquer accrochés au mur des posters, pas de femmes à poil, hein, des femmes, des figures de mode. Et elles supportaient avec des rajouts, des sabres, des couteaux, des taches de sang. Et ces posters étaient accrochés au mur à l'aide de petites vis, telles que les petites vis retrouvées sur la scène de crime. Et puis son ADN est le même que celui retrouvé sur le rebord de la fenêtre. Là, Romain va avoir du mal à nier. Et à ma grande surprise, il continue à nier. Ce n'est pas moi, je ne comprends pas pourquoi mon ADN est retrouvé sur place. Alors, les policiers changent de méthode. Ils lui parlent d'autre chose. Et puis un déclic se passe en lui parlant de sa passion des couteaux. Il a l'impression qu'on s'intéresse peut-être un peu plus à lui, et là, tout d'un coup, il me dit « Je vais vous expliquer pourquoi je les ai tués ». Et là, Romain dit tout, dans le détail. 2 jours avant le drame, il est allé acheter du cannabis dans une cité. Mais les dealers l'ont tabassé. Chez lui, cette agression, d'après ce qu'il me dit, déclenche une haine et un désir de vengeance. Et donc, le soir du meurtre, il décide d'aller se venger de cette agression. Romain passe le début de la soirée à jouer à des jeux vidéo de samouraï. Ensuite, il prend son chien et un couteau de cuisine pour aller en découdre à la cité. « J'étais imprégné de noir », dit-il. Mais il ne trouve pas les dealers. C'est là qu'il dit avoir été attiré comme un aimant vers l'hôpital psychiatrique où on l'avait interné pour rien. Là, il a utilisé son couteau pour dévisser le vasistas et entrer. Quand il arrive au bout du couloir, il voit une porte s'ouvrir, une personne en blanc sortir, qui lui demande « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Romain ne lui répond pas. Il la poignarde. Il entre ensuite dans le bureau et se retrouve face à l'aide-soignante. Il la tue elle aussi. Puis, il revient vers le premier corps, celui de Chantal, et lui coupe la tête qu'il pose sur la télévision pour montrer qu'il peut être violent lui aussi. Il ne se souvient pas de tout. Il a des flashs. Pour lui, il n'a pas le souvenir qu'il y ait beaucoup de sang. Il ne se souvient pas avoir eu du sang sur les vêtements, ni avoir remarqué de mares de sang sur les lieux. Ensuite, il est rentré chez lui. Il arrive chez lui, il ne s'est pas aperçu qu'il s'est blessé. Il se lave les mains, il nettoie son couteau et il va se coucher comme si de rien n'était. Docteur Archambault, est-ce que Romain Dupuis a réitéré ses aveux devant vous? Pour lui, ce n'était pas des aveux, c'était la vérité. Il ne se sentait pas coupable, puisque pour lui, c'était se défendre, c'était vital de son point de vue à lui. C'était des explications pour essayer aussi de convaincre un peu l'autre, car un des aspects de cette maladie-là, c'est l'extrême conviction. Il vous raconte son passage à l'acte, le moment où il tue ces 2 infirmières, qu'il décapite l'une d'entre elles. Il racontait, mais dans le même temps, c'était dit avec une extrême froideur. Et même une froideur qui sortait de l'ordinaire. Enfin, on a l'habitude de rencontrer des schizophrènes quand on est psychiatre. Là, ça faisait, disons, froid dans le dos, alors que d'ordinaire, on est quand même habitué à ce genre de pathologie. C'est un garçon qui n'a pas d'émotion.
Non, ou alors qu'il y en a tellement qu'il se barricade dans une espèce de forteresse qui n'a plus d'affect, qui n'a plus de sentiments. Alors devant les policiers, il a commencé par nier être l'assassin des infirmières de Pau. Est-ce que ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui veut donc éviter la prison et donc de quelqu'un qui a toute sa tête? Non, c'est plutôt le comportement de non, je ne suis pas fou. Parce que quelque part, sans qu'il en ait clairement conscience, il sait qu'il est malade. Et que de dire, d'avouer aux policiers tout ça, tous ces comportements, c'était le mettre en position de malade mental. Et pour lui, ce n'était pas un malade mental, pour lui, il était dans la réalité. Est-ce qu'il a des moments de lucidité? Je pense qu'il en était à un point où on ne parlait plus de crise. La crise était chez lui, c'est-à-dire l'exacerbation de tous ces symptômes, était chez lui devenue un état permanent. Finalement, c'est au cours d'une audience publique que la justice a tranché. Romain Dupuis a été déclaré irresponsable. Il ne sera jamais jugé pour le double meurtre de Pau. Sa place est à l'hôpital, pas en prison.